Alors, on va continuer avec Joseph Cohen, qui est enseignant-chercheur en philosophie contemporaine au University College de Dublin depuis 2007. Il a publié 2 ouvrages consacrés à Hegel, intitulés Le spectre juif de Hegel chez Galilée en 2005 et Le sacrifice de Hegel, toujours chez Galilée en 2007. Puis il a également publié un ouvrage sur Lévinas intitulé Alternance de la métaphysique, essai sur Emmanuel Lévinas, chez Galilée en 2009. Il a co-dirigé plusieurs collectifs, dont, vous venez de les entendre juste avant avec Raphaël, puisqu'il les a co-dirigés avec lui, Judéité, question pour Jacques Derrida en 2003, Heidegger, le danger et la promesse avec Gérard Bensusan en 2006, et aussi donc en temps moderne, Heidegger, qu'appelle-t-on le lieu, et Derrida, l'événement déconstruction. Il est membre du comité de rédaction de la revue Cité, et je lui laisse immédiatement la parole avec le spectre juif de Heidegger. Merci beaucoup Stéphane. Alors, le spectre juif de Heidegger. D'où commencer afin d'approcher ce qui passe et se passe à l'instant où ce spectre revient hanter l'écriture de Heidegger. Depuis quel lieu partir afin de confronter cette revenance qui, à chaque fois qu'elle ressurgit, ne cesse de surprendre, d'étonner, de troubler le lecteur de l'œuvre philosophique de Heidegger et qui pourtant, en même temps, confirme, atteste et avalise ce que ce même lecteur y soupçonnait depuis longtemps, à savoir qu'il s'y cacherait la prothèse sous-jacente d'un antijudaïsme, voire d'un antisémitisme inhérent et indéracinable. En effet, et c'est à Dominique Janicot que nous devons d'avoir le premier signalé la curieuse situation du lecteur, chaque fois que celui-ci se met à penser au cœur de l'ombre de cette pensée, les multiples affaires Heidegger nous projettent dans la double impression de déjà savoir et de ne pas encore croire. Or aujourd'hui, cette double impression, dont le faux étonnement et la véritable incertitude auront permis soit des interprétations brutalement condamnatrices de l'ensemble de cette œuvre, soit des tentatives de réhabilitation de certaines de ces percées jugées pertinentes, en démontrant comment la purifier de ces moments dits contre-révolutionnaires, soit encore des efforts de la décharger entièrement, en expliquant en quoi la tâche de cette pensée se devait d'être comprise comme une écoute authentique du propre, à laquelle l'homme répondrait dans et par un acquiescement, où il serait approprié dans une correspondance originaire à la source initiale du es gibt, entendu comme advenance, et par cette correspondance serait tout entièrement retenu en un appel inassimilable à un quelconque programme sociopolitique, en lequel il pourrait commencer donc cet appel. Il pourrait commencer ou recommencer à se penser ou à se repenser authentiquement dans le cœur de l'aletheia. Eh bien, toutes ces tentatives me semblent aujourd'hui s'avérer caduques. Depuis la publication des Cahiers noirs sous la direction de Peter Travny, il n'est désormais plus question du pressentiment de déjà savoir ce qui se jouait dans cette œuvre, ni non plus de l'incrédulité devant les révélations de passages anti-judaïques, voire antisémites, signés de la main de Heidegger. Car nul aujourd'hui ne peut lire ou relire l'œuvre de Heidegger sans aussi y voir ce que signifiait pour lui, et au sein de sa pensée, le signifiant juif. La vingtaine de passages, peu importe le nombre d'ailleurs, dans les Cahiers noirs, témoignent d'une marque posée et apposée sur les juifs et le judaïsme, en reprenant, c'est vrai, certains des propos les plus anti-judaïques de l'histoire occidentale. Or, nous verrons que cette reprise n'est nullement anodine ou banale. En vérité, il y va de bien plus qu'une reprise de propos anti-judaïques traditionnels, tels que ceux exprimés, par exemple, dans l'idéalisme allemand depuis Kant, et plus particulièrement, plus brutalement aussi,
chez le jeune Hegel. Bien au contraire, la reprise heideggerienne de tels propos dresse la scène d'une radicale et inédite forclusion, comme l'a dit Raphaël, forclusion du judaïsme. En effet, il nous appartiendra ici de montrer que Heidegger, en renouvelant la question philosophique par excellence, celle du sens et de la vérité de l'être, telle qu'elle se déploya depuis son envoi initial grec, voue aussi et en même temps le judaïsme à un anonymat sans précédent dans l'histoire de la pensée occidentale. Certes, l'on pourra toujours dire que la pensée de Heidegger se vouait elle-même à déployer une toute autre pensée, résolument inédite et novatrice, et donc qu'à même cette percée au-delà de la métaphysique et par-delà l'envoi initial grec tant cherché et recherché par Heidegger, le judaïsme n'aurait point à figurer. Mais, et du même coup, nous ne pouvons qu'être perplexes devant le fait que cette même recherche méditante, dont l'essor aura toujours été de dire la source originaire oubliée, l'initialité impensée et scellée de l'histoire de la pensée occidentale, s'emploie aussi et en même temps à résolument effacer et raturer l'héritage hébraïque en cette source même. Et plus encore, qu'elle se consacre tout entièrement à rendre cet héritage, parole et écriture, dédié, effacé, raturé, entièrement et radicalement impensable. Impensable, et je tiens ici, avant de proposer ce mot d'impensable, à souligner l'admirable étude de Marlène Zarader, qui a été souvent citée dans ce colloque, intitulée « La dette impensée, Heidegger et l'héritage hébraïque ». Juste deux mots sur cette étude, cette réflexion singulière, souligne, et ce de façon exemplaire, en quoi la pensée de Heidegger est prise dans un double bind, à savoir celui de signifier aussi, sans le reconnaître, se signifier aussi, sans le reconnaître, dans l'héritage hébraïque, et donc de puiser sans puiser certains traits déterminants de son propre déploiement, tout en marquant une forclusion sans précédent de l'héritage, d'où ces mêmes traits se seront d'abord déposés et signifiés. Cette lecture importante n'hésite point, et ce avec une rigueur exceptionnelle, à problématiser la pensée heideggerienne en situant cette aporétique double bind au cœur de l'écriture de Heidegger, puis à avancer ce que nous pourrions ici nommer une puissante auto-déconstruction à la fois de l'historialité de l'être et de la matrice eschatologique de l'origine gréco-allemande de la pensée occidentale, telle qu'elle aura été signifiée et consacrée dans la pensée de l'être. Donc je souligne dès à présent que nous devons énormément à l'ouvrage phare de Marlène Zarader et souhaitons inscrire ce qui est ici avancé dans le sillage tracé par cette excellente philosophe. Impensable donc, impensable, nous aurons à retenir ce mot tout au long de notre propos. Car c'est bien à partir de ce mot qu'il nous appartiendra de saisir en quoi et pourquoi les Juifs et le judaïsme font irruption dans la pensée de Heidegger. Les Juifs arrivent à Heidegger comme l'impensable même. Et nous verrons donc ceci. Les Juifs et le judaïsme surviennent au point précis où s'impossibilise la possibilité de penser ce que Heidegger avait nommé le dépassement de la métaphysique, et entendu en lui non pas un simple surmontement de la métaphysique, mais bien plutôt la tâche de penser l'impensé de cette histoire, au sein même de son déploiement, et par là même, en pensant cet impensé, penser au-delà de lui. Le juif et le judaïsme arrivent en impossibilisant la possibilité même de penser vers l'autre, de l'histoire de la métaphysique au cœur de cette même histoire, et à partir de sa limite décelée, révélée et dévoilée. Il n'est en ce sens plus possible de dédouaner entièrement Heidegger comme certains jadis s'aventuraient à le faire. Mais du même coup, cela ne saurait vouloir dire que nous serions arrivés à un point dans les études heideggeriennes où il s'agirait de purger la philosophie de cette pensée. Ces gestes sont impossibles pour nous, non pas simplement parce qu'il ne s'agit jamais en philosophie, comme l'avait si bien vu Hegel, de dédouaner ou de condamner, mais aussi parce que si la publication des cahiers noirs doit avoir une quelconque valeur pour nous, elle doit nous inciter à ouvrir à une autre modalité de relecture, en nous offrant la possibilité d'approcher Heidegger sans apologie et sans sentence, sans réserve et sans fascination. Relire Heidegger justement donc.
C'est dire donc à la fois retracer aussi précisément et fidèlement que possible ce qui se joue dans cette pensée tout en s'octroyant le droit de questionner sans relâche ses impulsions, tout comme ses conséquences avouées ou dissimulées. C'est dire, et il faut le dire, il faudra lire et relire incessamment cette pensée, aujourd'hui et demain, pour comprendre ce qui se passe au cœur de cette question. Cette question à rebours de Heidegger. Qu'en est-il dans l'histoire de la philosophie de la figure du juif? Nous le savons, le geste inaugural de Heidegger, geste puissamment inédit dans l'histoire de la philosophie, aura été de renouveler, de reposer la question oubliée, impensée et scellée depuis l'aurore de la pensée occidentale, et dont l'oubli, l'impensé et le scellement auront constitué la métaphysique en son déploiement propre. Autrement dit, il s'agit de voir et faire voir en quoi et pourquoi l'oubli, l'impensé et le scellement du sens de l'être auront fait advenir sa présentation, son apparition, son histoire. Car, et nous le savons, l'éclaircie de la présence ne se déploie dans ce qui nous apparaît qu'en s'y retirant. L'éclaircie éclaire en se rétractant ce qui s'y éclaire. La source originaire et initiale de la pensée offre l'ouverture originaire de la vérité en s'exceptant elle-même de l'ordre de l'apparaître. Ainsi, à l'instant de son apparaître, l'initialité du sens et de la vérité de l'être est nécessairement réduite, et cette réduction est l'histoire de sa présentification comme présentification de son histoire. Or, cette réduction, nous le savons tous, ne doit jamais être pensée simplement comme une fausseté, une erreur ou une déperdition. Bien plutôt, cette réduction est la donation même du paraître, et de ce qui est comme paraître. C'est dire, selon Heidegger, que cette donation réduite signifie en retour que l'être ne saurait s'y épuiser. L'être, en se donnant à l'apparaître, suppose aussi son exception et sa retenue, et donc demeure irréductible au cœur de sa réduction, gardé dans sa donation, dissimulé, sauvegardé dans sa présentation. C'est pourquoi il ne s'agit jamais de condamner le théâtre et le texte de cette réduction métaphysique. Il s'agit bien plutôt d'y pénétrer, de pénétrer au sein de celle-ci, en y voyant en quoi le sens et la vérité de l'être se donnent à l'apparition en s'y dissimulant, et plus foncièrement pourquoi ce sens se réserve-t-il dans un retrait irréductible à sa présentification. C'est dire pourquoi le sens et la vérité de ce qui nous apparaît est toujours déjà autre que ce par quoi elle s'apparaît, et ainsi en quoi elle se distingue de toutes les guises traditionnelles d'avènement de la vérité en tant qu'elle déclenche un dévoilement qui n'admet qu'un vague pressentiment, une connaissance indirecte et chosifiée de la source originaire de l'apparaître comme tel. C'est à partir de cette situation que s'élève la question du nous, c'est-à-dire de l'homme, dans l'écriture de Heidegger. Qu'en est-il de ce nous, lorsqu'il se doit de résider en un dévoilement qui, par la manière même dont il se donne, se replie contre tout ce qui prétendrait dépasser sa sphère, et donc condamne l'homme à errer dans la calculabilité technique d'un réseau où il perd nécessairement de vue l'essence originaire de la vérité, l'interdisant ainsi d'accéder à ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire un être qui peut être dans une correspondance originaire et initiale à la vérité au sens de l'être. C'est pourquoi, en pensant, l'homme ne pense pas encore, et donc en quoi, pour lui, le monde s'accepte et finalement se nie pour n'être donné qu'en tant que planète à utiliser, à user, à soumettre au rythme d'une production matérielle où tout ne se mesure que par sa consommation incessamment renouvelée et maximisée. En effet, pour Heidegger, l'homme ne peut que calculer et exploiter ce qui se donne à lui, en refoulant par là même ce qui le rend possible. Or, cette impossibilité de se délivrer de sa compromission au règne de la technique, et donc de se libérer du réseau planétarisé de transformation où se métamorphose et se substitue étant et humain, selon le même principe arraisonnant qui s'entend à extraire de tout et de tous un rendement optimisé, et à partir duquel tout est indistinctement requis, fixé, commis et rendu disponible à une utilisation, marque ce que Heidegger n'hésitera point à nommer le danger. Certes, il ne s'agit pas ici d'une simple condamnation de la technique. Le danger ici indiqué ne vient pas à proprement parler de la technique en tant que telle, qui est, et Heidegger le précisera, un mode de dévoilement du sens et de la vérité de l'être, mais de son rapport à l'homme, ce qui ne signifie rien de moins que ceci. C'est à l'homme qu'il incombe de voir, là où s'inscrit un tournant dans le déploiement technique du monde planétarisé, et donc un retournement au sein de l'arraisonnement de l'être dans sa présentification.
Or, voir ce tournant et s'engager dans ce retournement est une responsabilité de pensée, en ce qu'elle entend penser en quoi et pourquoi la donation de l'être est toujours double et dédoublée. Se donnant dans l'apparaître, et donc en se délaissant dans le déploiement de son histoire, le sens et la vérité de l'être s'y retirent et s'y dérobent aussi, à la fois et simultanément. Penser, c'est donc voir et s'engager dans ce revoir, où l'arraisonnement technique du sens et de la vérité de l'être ouvre aussi à une autre histoire, s'y profilant toujours, une vérité secrète et dissimulée, gardée et sauvegardée dans l'irréductibilité de son essence originaire et initiale, autre histoire qui n'appartient nullement à l'horizon de la nomination métaphysique, en ce qu'elle préserve et réserve l'éclaircie où s'abrite l'éclosion même de la présence. C'est pourquoi Heidegger marque que ce serait une erreur de penser ou de croire que l'être de l'étang ou l'être tout court demeure pour tous les temps l'unique et seule tâche de la pensée. Certes, sur cette tâche, Heidegger ne nous donne pas d'indication réelle ou précise. Bien plutôt, l'œuvre culmine au point où elle ouvre au point où à l'instant vers ce pas au-delà de la question de l'être. Or, ce point où cet instant par-delà la question de l'être doit toujours se saisir du dedans de l'histoire de l'être. Il en constitue l'autre versant, versant qui importe de par sa seule possibilité en rendant possible un avenir de la pensée, et ce même s'il en constitue que le point de départ. C'est la raison pour laquelle Heidegger peut affirmer non seulement que la pensée engagée dans l'Ereignis pense désormais sans égard pour la métaphysique, mais encore et peut-être surtout, comme il l'est signifié à la fin de Temps et Être, qu'elle n'est plus régie ni même ordonnée par l'intention de surmonter la métaphysique, et donc qu'il vaut la peine de renoncer au dépassement et d'abandonner la métaphysique elle-même, comme le dit Heidegger. Ce geste, dont Heidegger aura magistralement déployé la force et l'orientation, se fait et se réalise en ce qu'il marque en quoi et pourquoi la pensée grecque, dans les parlers vocables de logos et d'aletheia, se trouve elle-même dépassée, surpassée, débordée vers l'autre, demeurée par elle impensée, et d'où pourtant elle tire l'essence originelle de son initialité propre. Or ce geste du dépassement du grec suppose toujours, selon Heidegger, que sa voie aura été ouverte et déployée d'abord par le grec et en langue grecque. D'abord par le grec et en langue grecque. Le grec ouvre vers l'essence originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être. Mais cette ouverture est toujours une aperture au scellement dont la pensée grecque ne peut que laisser impensée. C'est pourquoi si le grec nous y mène, l'essence originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être ne peut être vue et entendue, approchée et atteinte que par-delà ce qui est grec. Or ce par-delà ce qui est grec, ce supplément d'originalité où se déploie le dire de l'essence originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être, c'est à l'allemand qu'il revient d'en être le propre et l'appropriation. Non pas à l'allemand de la modernité, là où tout dit s'exprime dans l'uniformité et où chaque dit se juge à l'aune d'un jugement capable de l'encadrer et de le mesurer dans une évaluation ou une économie de l'entendement, mais à un certain allemand, celui qui aura su garder et veiller sur le don de la langue, c'est-à-dire qui aura su déployer et réserver en sa parole propre le dire, demeurer dans l'historicité de son expression scellée, l'origine initiale inouïe, secrètement autre, travaillant et habitant irréductiblement ce qui depuis son propre se manifeste en dit. Le couple grec-allemand forme ainsi la structure d'une césure entre la métaphysique, depuis son envoi grec, et l'essence originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être, demeurée impensée dans et par ce même envoi. Césure donc entre l'autre irréductible à la métaphysique et l'impensé dont la métaphysique aura été le dit. Or cette césure, il conviendra de la penser non pas comme une simple coupure, mais comme l'univocité propre de l'histoire de l'être, et donc comme l'incessant mouvement de tournant et de retournement où se joue à la fois et simultanément, doublement et réversiblement, l'essence originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être, et ce qu'aura pensé la métaphysique, en délaissant cette essence originelle et initiale foncièrement impensée. C'est pourquoi l'histoire de l'être demeure toujours déjà irrésolue et ne cesse de pouvoir se voir et s'entendre à la fois en grec et en allemand comme double langue d'une même pensée,
simultanément impensée et encore apensée, rétrospective et prospective. Or, c'est précisément là que se situe et doit se situer le geste d'assomption dont l'Ereignis ne cessera de se donner et auquel l'homme aura toujours déjà été, en vérité, le destinataire. Ainsi, il deviendra de plus en plus clair à Heidegger qu'il faille toujours lire ensemble le grec et l'allemand, lier et allier inextricablement le grec et l'allemand, là où chacune des langues originaires sont comme les deux pendants d'une même et unique source. C'est pourquoi, lorsque Heidegger marque le dépassement du grec par l'allemand, il ne le dissocie jamais d'un retour indéniable et inaliénable au grec. Il conviendra donc de voir à la fois et simultanément, dans la métaphysique depuis son envoi grec, la perpétuation d'un impensé où se déploie aussi l'autre irréductible à cet impensé. Et donc voir dans l'impensé grec ce qui ouvre à son propre supplément et simultanément d'entendre en allemand le retour à l'impensé grec comme possibilité inouïe d'y penser l'autre du grec. Le geste de pensée est ainsi un séjourné double et univoque. Là où dans le grec se joue toujours déjà ce qui n'est plus grec, et là où dans l'allemand se joue toujours déjà l'initialité du grec. Déconstruire la métaphysique signifie ainsi penser à la fois et simultanément en grec et en allemand, c'est-à-dire penser l'alliance inaliénable et inaltérable du grec et de l'allemand. Là où le grec mène et s'ouvre à l'allemand, au moment même où l'allemand nous rappelle à nous orienter, à nous guider dans l'impensé grec, au-delà de cet impensé. Mais au sein de cette alliance gréco-allemande, dont Heidegger aura toujours tenu à affirmer et à réaffirmer, où peut se trouver l'autre de cette alliance? C'est dire, où peut se penser l'événement historial de la langue hébraïque et ainsi de l'héritage du judaïsme dans la pensée occidentale? Alors la réponse à cette question, si réponse il y a évidemment, ne saurait être simple. Tout d'abord, il faut rappeler que si Heidegger ne situe point la langue hébraïque dans l'acheminement vers la parole et par conséquent s'emploie singulièrement. Excusez-moi. Problème du direct. Par conséquent, s'emploie singulièrement à raturer. Donc, si Heidegger ne situe point la langue hébraïque dans l'acheminement vers la parole et par conséquent s'emploie singulièrement à raturer l'héritage du judaïsme de l'histoire de l'être, c'est parce que celui-ci, le judaïsme donc, ne saurait être l'autre du grec, mais ne reviendrait à n'être situable qu'au sein de l'événement de pensée grec. Autrement dit, le judaïsme proviendrait du grec et ne ferait qu'engager ce qui déjà se déployait dans l'envoi grec de la métaphysique. Mais la question ne fait ici que se poser de façon plus urgente. Pourquoi le penseur, dont le geste aura, plus que tout autre dans l'histoire de la philosophie, consisté à déployer la source impensée de la pensée occidentale en y ouvrant l'accès vers l'autre commencement de cette pensée, à la fois et simultanément, effacer une des traces ineffaçables de cette même source, à savoir la trace hébraïque? Car si à même le geste accompli par Heidegger, nous en sommes arrivés à penser d'un seul et même mouvement, voire indissociablement la métaphysique et l'impensé de son envoi, pourquoi au sein de ce mouvement nier, éliminer, recouvrir jusqu'à l'impossibilité même de le découvrir ou le redécouvrir l'événement de pensée hébraïque? La réponse aujourd'hui ne saurait être plus claire. Elle se voit marquée dans la citation que je cite des Cahiers noirs dans l'ouvrage de Travny. La question du rôle de la Weltjudentum, donc ce qui est traduit par juiverie mondiale, n'est pas raciale. C'est la question métaphysique portant sur la facture du type d'humanité qui, de façon absolument déliée de toute attache, peut assumer comme tâche, au niveau de l'histoire mondiale, le déracinement de tout étant hors de l'être. Le juif, pour Heidegger, est ainsi sans monde, et donc ne se réduit qu'à cette posture d'errance radicale, et donc radicalement jeté là où, sans pouvoir se projeter en un monde, il ne fait que machiner. C'est dire rien de moins que ceci: le juif ne reste pris et demeure prisonnier dans l'erret d'une technique planétarisée, errant quelque part entre le calcul et la machination, et toujours appliqué à la réduction sans retour et retournement de l'essence initiale, du sens et de la vérité de l'être. Il est donc perpétuellement épris d'une manipulation effrénée
et par conséquent vouée à la domination asservissante des États. Allons à la limite de ces phrases. Ces phrases attestent de cet emprisonnement du juif dans le calcul, la machination, la manipulation. Elles marquent tout ceci. Au cœur de l'originelle initialité du sens et de la vérité de l'être, le juif ne saurait ni séjourner, ni correspondre. Il en est résolument exclu, extirpé, détaché, radicalement forclos. Or de cette forclusion, même et en tant que telle, Heidegger l'aura scrupuleusement tue. C'est dire qu'elle aura et qu'il l'aura laissé opérer et œuvrer silencieusement dans son écriture. Alors, il convient ici même de poser la question sans détour. Comment comprendre que ce geste de pensée dont l'élaboration ne cesse de chercher et de rechercher à révéler au langage l'héritage historial et impensé de la pensée occidentale se façonne aussi dans la nécessité de taire tout un autre pan de ce même héritage en se façonnant dans et par l'exigence de rendre cet autre envoi de la pensée occidentale résolument inaccessible et inatteignable? C'est que Heidegger s'applique à retranscrire l'histoire de l'être, son origine et sa source, de telle façon que le judaïque ne saurait ni se dire, ni pouvoir se dire. C'est dire que cette retranscription de l'histoire de l'être, celle-là même engagée par Heidegger, cette épuration et exclusion de l'événement de pensée hébraïque, fait de cet événement même, non pas un impensé, mais l'impensable même de cette histoire. Impensable, non pas parce qu'il se situerait hors de la pensée, pour Heidegger, mais bien plutôt parce qu'il aurait été bien trop pensable. Le judaïsme est tout entièrement pensé, saisi, compris, mais c'est parce que le judaïsme ne pense tout simplement pas. Dès lors, tout se passe comme si la présence du judaïque dans l'histoire de l'être ne représentait qu'un impensable excédent. Même la technique, tant il s'éprouverait, serait déjà engagé dans l'arraisonnement si radical du sens et de la vérité de l'être qu'il situerait l'homme là où il ne saurait ni ne pourrait revenir à la source originelle et initiale du sens et de la vérité de l'être. Le judaïque ne serait en ce sens que ce qui use de la technique sans pouvoir y voir en quoi et pourquoi celle-ci peut révéler l'autre non technique de la technique, son essence impensée. Et cela ne saurait signifier autre chose que ceci: le judaïque pour Heidegger est toujours déjà sans rapport à l'être et donc sans être. C'est précisément en ce sens que cette retranscription de l'histoire de l'être, là où le judaïque est rendu impensable, se constitue dans et par le geste le plus anti-judaïque de la pensée occidentale. Car ce geste ne se contente pas simplement de reprendre des thèses anti-judaïques banales, si j'ose dire. Il cherche par cette reprise à oblitérer la possibilité de voir dans le judaïque ne serait-ce que la trace d'un pensée possible. Et donc, ce geste fait de l'anti-judaïque non pas un trait de l'histoire de l'être, mais bien plutôt une simple attitude ontique, face à ce qui de toute façon ne serait qu'une entité sans rapport à l'être, et donc sans accès à l'historialité de l'être, un étant vide, un étant du sans-sens, du sans-vérité, du sans-être. Ainsi, l'on peut tout à fait dire que de cette pensée, celle de Heidegger, comme il l'a été dit au tout début du colloque par Pascal David, que cette pensée est imperméable à l'anti-judaïsme, à l'antisémitisme, et même par extension qu'elle pourrait libérer ailleurs qu'en elle-même un monde juif. Mais c'est parce qu'elle est d'abord et avant tout imperméable au judaïsme. Le juif n'y figure pas, ou alors quand il y figure, ce n'est qu'en tant que ce vide d'un arraisonnement sans essence. Et donc, au fond, elle est, cette pensée, à la fois anti-judaïque ou antisémite, et non, indistinctement et indifféremment. Mais pourquoi Heidegger investit l'histoire de l'être dans une telle forclusion du judaïque? Car le juif demeurera pour Heidegger l'impensable même, quelque chose comme un trou ou un vide ou un rien dans l'être, et dont la seule et unique fonction ne sera pas d'offrir un accès possible au sens et à la vérité de l'être, mais bien plutôt à n'effectuer que l'organisation de la machination arraisonnante sans essence de l'étant. Le juif est ainsi présent comme absent, et absent, parce que toujours rivé, co-présent sans présence. Le juif est indistinctement absent et présent. Présent là où, absent et présent, là où ces termes se renvoient l'un à l'autre sans sens. Or, cette entité présente-absente, qui est tout sauf un Dasein, on risquerait bien ici de l'appeler un spectre rôdant autour de la pensée de l'être.
ni présent, ni absent, et chaque fois sans sens et sans vérité, l'on pourrait bien se demander quelle fonction jouerait-il dans la pensée de l'être, ce spectre. Il jouerait peut-être la fonction de l'ennemi. Ce spectre, comme si dans l'histoire de l'être s'écrivait, comme si l'histoire de l'être s'écrivait et ne pouvait que s'écrire face au spectre capable secrètement et sournoisement de l'interrompre et de la suspendre du mouvement de son propre déploiement. Ce spectre juif, est donc bel et bien, pour Heidegger, un ennemi. Et il serait l'ennemi, car il reviendrait incessamment à séparer, à couper, à diviser, à arraisonner la correspondance initiale du grec et de l'allemand, de l'impensé et du pas encore pensé, de la métaphysique et de son dépassement. Je vous remercie pour votre attention. Merci mille fois, Joseph, pour cette intervention, pour l'introduction de ce signifiant, je crois, dans nos journées de l'impensable, et pour la singularité de ce que tu y amènes en finissant sur ce spectre dont je peux témoigner qu'il te travaille depuis maintenant très longtemps. Je laisse évidemment la parole à la salle. Il y a des mains. Juste un petit mot. J'aime beaucoup cette idée de spectre qui revient, le mort-vivant. Évidemment, en allusion à Derrida, qui avait mis Marx dans la même position. Voilà, je voulais vous féliciter. Je trouvais très, très belle votre conférence. Je vous remercie aussi pour cet exposé éclairant, bien que je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Parce que les problèmes que vous posez sur la planétarisation, etc., donc je ne veux pas répéter tout ça, sont tous des problèmes créés par Heidegger et d'autres personnes. Donc il faut d'abord faire une analyse si les problèmes que vous traitez sont vraiment des problèmes ou s'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont vraiment beaucoup plus importants. C'est le même mécanisme que Barbara Cassin a évoqué avec les présupposés. Donc si vous présupposez que de toute façon ces problèmes sont les vrais problèmes qu'il faut traiter, vous n'allez jamais comprendre le vrai problème qui se pose avec Heidegger. Et une deuxième remarque, dans les cahiers noirs, donc après vous l'avez quand même relativisé, vous avez quand même dit que l'allemand prend le dessus. Mais dans les cahiers noirs, il y a des passages extrêmement durs contre le grec et contre les philologues. Et donc le troisième, très brièvement, on a jusqu'au jour aujourd'hui pas d'édition critique de Heidegger. Et surtout les cahiers noirs, déjà, c'est pas une édition critique, donc je veux rien reprocher aux éditeurs, ils n'ont peut-être pas le temps, ils n'ont peut-être pas l'argent, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a les cahiers noirs, c'est pas facile. Et on ne peut pas traiter les cahiers noirs comme un livre, ça ne se présente pas comme un livre, ce sont des morceaux. Le plus long va sur plusieurs pages, le plus court va sur une ligne. Donc il faut développer une méthodologie de lecture et on ne peut pas parler des cahiers noirs comme si on a un nouvel ouvrage d'un auteur quelconque. Bon, sur les véritables problèmes, je ne dirais rien. Mais en revanche, sur ce que vous avez dit sur la méthode de lecture, vous savez, c'est une question de méthode. Pour moi, chaque phrase d'un auteur est un livre. Chaque phrase d'un auteur est un ouvrage. Et donc, une ligne. 300 pages demandent à être interprétées au même niveau.
Et pour le financement de Klosterman, si Klosterman n'a pas l'argent pour faire une édition scientifique complète, ben je pense que Peter Travny est ici, vous pouvez lui en parler, je suis sûr qu'il pourra relayer le message. Oui, Monsieur Cohen, merci d'abord pour cette conférence. Si j'ai bien compris la présentation de vos travaux, il y a eu aussi Spectre juif de Hegel. Et je me demandais s'il y a un lien entre les deux dans vos travaux, premièrement entre Hegel et Heidegger dans cette poursuite, et si j'ai bien un souvenir de Derrida dans Spectre de Marx, il va jusqu'à ses contemporains. Il n'en reste pas aux penseurs allemands. Et je me demande si vous avez commencé à réfléchir à ce spectre juif et cet héritage qu'on essaierait de reléguer aux oubliettes et de ne pas faire travailler la pensée avec cet héritage. D'accord. Merci beaucoup pour ces... D'abord, oui, ça me permettra de dire quelque chose d'un peu plus contenu sur le rapport entre Hegel et Heidegger. C'est évidemment un rapport central parce que on n'a pas beaucoup de temps et je veux pas retarder le prochain intervenant, mais ce que je veux dire, c'est que le rapport entre Hegel et Heidegger, vous savez, Hegel dit du juif qu'il est incapable d'accéder à la dialectique, et Heidegger dit du juif qu'il est incapable d'accéder à la pensée de l'être. Voilà. Exactement. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que Heidegger dit aussi, dans les Cahiers noirs, ça a été cité par Gérard Bensussan, que pour Heidegger, le juif est le point culminant de la dialectique. Vous voyez ? Donc, là, on n'a pas le temps de déployer tout ça, mais il y a là un extraordinaire terrain pour un spectre. Il est à la fois non dialectique, impossible d'accéder à la dialectique, et en même temps, chez un autre auteur, profondément dialectique. Chez Kant, il n'était évidemment pas dialectique. Kant qui a écrit qu'il fallait faire l'euthanasie du judaïsme. Et Hegel accuse Kant d'être un auteur juif. Pourquoi ? Parce que la loi morale est intériorisée dans l'autonomie du sujet, et donc il va d'une reproduction de la transcendance de la loi morale au sein de l'autonomie du sujet. Donc c'est un extraordinaire terrain pour un spectre qu'on n'arrive jamais à définir. Et pour poursuivre sur ce que vous disiez en 2 instants, toute cette réflexion, ce n'est pas du tout pour retirer de notre étude ces philosophes, aussi anti-judaïques qu'ils soient. Au contraire, c'est pour réaffirmer la nécessité de les lire et de les relire à l'aune de cette indéfinissabilité qu'est ce spectre juif. Merci, Joseph.